chers amis, j'avais prévu en réalité ce matin de faire une intervention à caractère plutôt historique pour expliquer comment Charles Bonaparte avait transmis, avait permis en fait à ses fils, et en particulier à Napoléon Bonaparte, de rentrer dans l'univers culturel français. Alors, ce n'est pas une chose évidente. La Corse appartenait à l'Italie. La Corse avait une longue tradition, une longue culture italienne au travers de l'occupation génoise et d'ailleurs au travers d'autres occupations par Pise, etc. dans l'histoire. Et les Bonaparte eux-mêmes sont arrivés en Corse donc aux alentours des années 1520, 9 générations avant la naissance de Charles Bonaparte. Et je voulais vous expliquer comment on passait de cet univers italien à cet univers français dans lequel, bien entendu, se sont inscrits ces enfants. Mais devant le grand nombre de personnes qui sont ici présentes, je souhaiterais en réalité vous parler d'un autre sujet. D'abord, le sujet a été très bien traité hier soir par M. Égélé, je ne sais pas s'il est là, dans une très belle conférence sur l'histoire des Bonaparte. Et devant le grand nombre de personnes, devant le grand nombre de Montpelliérains qui sont ici présents aujourd'hui, je voudrais vous partager une réflexion un petit peu plus générale sur la fonction de l'histoire dans la vie d'une cité. Et je partirai d'une idée, d'une phrase qui m'est revenue de Napoléon, qui disait ceci. Il disait « L'histoire de la famille Bonaparte a commencé avec le 18 Brumaire, le coup d'État du 18 Brumaire. » Et en examinant cette affirmation de plus près, je me suis dit que Napoléon, là, disait exactement la chose suivante. L'histoire, il faut la connaître. Et Napoléon la connaissait. Il connaissait l'histoire de Rome, il connaissait l'histoire de la Corse. Mais il ne faut pas en être prisonnier. Il faut la connaître, mais il ne faut pas en être prisonnier. Parce que les hommes politiques qui marquent leur temps, les hommes politiques qui sont inscrits dans l'histoire, ce sont des gens qui, précisément, ont dépassé la connaissance historique. Ce sont des gens qui sont partis de l'histoire pour se projeter vers le futur. Et je pense que c'est une leçon très importante pour nous tous, citoyens de la France, citoyens de l'Europe, et d'une certaine manière, citoyens du monde. C'est une leçon très importante. Car en effet, l'histoire, nous devons la connaître. L'histoire doit être une base, la base de notre culture commune. Mais l'histoire ne doit pas nous rendre prisonniers. L'histoire doit nous permettre d'aller plus avant. Car tous les grands personnages historiques, et Napoléon Bonaparte le premier, ont su répondre à des questions nouvelles, avec des concepts et des idées nouvelles. Prenez le Code civil. Le Code civil, bien entendu, il existe depuis 2 siècles. Mais pourquoi il existe depuis 2 siècles? Parce qu'un jour, quelqu'un a pris le risque de l'écrire. Ce que la Révolution n'avait pas su faire, ou de manière assez impropre, il avait pris le risque d'imposer à la société française des règles nouvelles concernant la propriété foncière, concernant l'organisation de la famille. Rendez-vous compte, des piliers aussi importants que ceux-là sont refondés. Eh bien, pour refonder le pays, pour continuer à avancer dans le futur, il faut connaître l'histoire, mais il faut aussi à un certain moment savoir s'en libérer, savoir prendre des risques, savoir proposer des idées nouvelles dans des situations nouvelles. Et sans vouloir rentrer dans la politique, je crois que c'est un message qui mérite d'être partagé, en tout cas d'être réfléchi dans la France d'aujourd'hui et face aux défis qui nous attendent. Défis d'un monde nouveau, défis d'une culture nouvelle, défis d'un environnement, faute de quoi les générations futures n'ont pas d'avenir. Eh bien, toutes ces questions-là partent d'une compréhension de l'histoire, d'une connaissance de l'histoire, mais aussi d'un effort d'imagination, d'un effort de courage devant des situations nouvelles. Et réciproquement, si vous me permettez. Une des raisons majeures des difficultés, des crises qui traversent le monde actuel, c'est précisément un rapport inapproprié à l'histoire. Lorsque des groupes humains, des cultures, des religions ne sont pas capables de regarder réellement ce qu'ont été leurs fondements, dans quelles conditions différentes des conditions d'aujourd'hui elles se sont créées, eh bien elles se trouvent dans l'incapacité d'évoluer. Et donc, la connaissance de l'histoire, c'est aussi une leçon de modestie, c'est aussi une leçon de compréhension du mouvement permanent du monde
Et donc c'est tout, sauf une leçon de conservatisme. Donc connaissons l'histoire, apprenons l'histoire, ouvrons nos monuments. Regardez ici, c'est formidable. Charles Bonaparte était enterré là, sous nos pieds, il y a 2 siècles. Et aujourd'hui, c'est une boîte de nuit rock. Voilà l'histoire en mouvement. Et enfin, 3e idée, si vous me permettez, et j'en finirai par là, monsieur le maire. L'histoire, c'est une culture. Et donc, comme toutes les cultures, c'est de l'échange. Il n'y a pas de culture sans échange. Il n'y a pas d'histoire faite pour les seuls historiens, encore que leur rôle soit très important. Et c'est un travail de tous les jours, c'est un travail très difficile d'écrire de l'histoire, de faire de l'histoire, d'avancer de l'histoire. Mais dès lors qu'elle est partagée par nous tous, citoyens, eh bien, c'est quelque chose qui nous unit. C'est quelque chose qui nous unit. Et donc c'est quelque chose qui ne doit pas nous diviser. Je préside une fédération de villes européennes qui regroupe 70 villes, et j'espère bien entendu que la ville de Montpellier nous rejoindra, qui appartiennent à 13 pays différents, dans lesquels Napoléon a été perçu comme un envahisseur, c'est le cas des villes d'Espagne ou du Portugal, dans lesquelles il est perçu comme un libérateur, c'est le cas de la Pologne et à certains égards de l'Italie, comme un envahisseur aussi en Russie, en Biélorussie. Bref, la question n'est pas de savoir si on aime ou si on n'aime pas Napoléon. La question, c'est de savoir qu'est-ce que nous faisons de cette histoire. En quoi cette page de l'histoire a constitué la nation. Et la nation elle-même, finalement, cette vie ensemble, cette vie citoyenne partagée, ce n'est pas un concept figé, contrairement à ce que j'entends parfois. La nation, c'est quelque chose qui bouge, c'est la représentation de notre vie collective. Et à l'heure d'Internet, à l'heure de la mondialisation, à l'heure où d'un clic, on peut faire connaître son opinion à la terre entière, ou d'un vol d'avion, on peut aller à Pékin et faire le tour du monde, eh bien forcément, le concept de nation a évolué. Nous sommes tous français, nous sommes tous fiers d'être français, nous aimons notre pays, nous connaissons l'histoire de notre pays. Nous adhérons tous à la nation française, à ce continuum que nous partageons. Mais nous pouvons aussi adhérer à des concepts politiques nouveaux. Je pense en particulier au concept de l'Europe, la compréhension de cette nation, malgré tout européenne, qui se construit petit à petit et qui n'est pas contradictoire. Aujourd'hui, dans notre monde, on peut appartenir à sa ville, on peut appartenir à sa région, on peut appartenir à la France, et on peut aussi appartenir à l'Europe. Et avoir d'une certaine manière une compréhension des enjeux mondiaux. Et ça, c'est possible, à partir du moment où on connaît l'histoire, on la regarde pour ce qu'elle est, non pas comme un objet de culte, mais comme un objet destiné à nous faire tous avancer. Je vous remercie.